Aujourd'hui, on va voir un personnage historique qui n'est autre que Napoléon Bonaparte. Alors, Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, dans le royaume de France. La famille de Napoléon était d'origine italienne. Ses ancêtres paternels, les Bonaparte, descendaient d'une petite famille noble toscane émigrée en Corse au XVIe siècle, tandis que ses ancêtres maternels, les Ramolinos, descendaient d'une famille noble génoise mineure. Ses parents, Carlo Maria di Buonaparte et Maria Liezza Ramonillo, ont maintenu une maison ancestrale appelée Casa Buonaparte à Ajaccio. Il est le quatrième enfant et le troisième fils de la famille. Il avait un frère aîné, Joseph, et des frères et sœurs plus jeunes, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline et Jérôme. Napoléon a été baptisé catholique sous le nom de Napoléon. Napoléon est né la même année que la République des Gènes, ancien État italien, a cédé la région de Corse à la France. L'État a vendu des droits souverains un an avant sa naissance et l'île a été conquise par la France pendant l'année de sa naissance. Elle a été officiellement incorporée en tant que province en 1770, après 500 ans sous la domination génoise et 14 ans d'indépendance. Les palans de Napoléon ont rejoint la résistance corse et se sont battus contre les Français pour maintenir la dépendance, même lorsque Maria était enceinte de lui. Son père était avocat, qui a ensuite été nommé représentant de la Corse à la cour de Louis XVI en 1777. L'influence dominante de l'enfance de Napoléon fut sa mère, dont la discipline ferme retenait un enfant turbulent. Plus tard dans la vie, Napoléon a déclaré « Le destin futur de l'enfant est toujours l'œuvre de la mère ». Quand il a eu 9 ans, il a déménagé sur le continent français et s'est inscrit dans une école religieuse à Autun, en janvier 1779. Napoléon était régulièrement harcelé par ses pairs pour son accent, son lieu de naissance, sa petite taille, ses manières et son incapacité à parler français rapidement. Après avoir obtenu en septembre 85, Bonaparte a été commandé en deuxième lieutenant de la régiment d'artillerie. Il a servi à Valence et Auxonne jusqu'après le déclenchement de la Révolution en 89. Le jeune homme était encore fervent nationaliste corse pendant que cette période a demandé la permission de rejoindre son mentor, Pasquale Paoli, quand sa dernière a été autorisée de revenir en Corse par l'Assemblée nationale. Cependant, Paoli n'avait aucune sympathie pour Napoléon, car il considérait son père comme un traître pour avoir abandonné sa cause pour l'indépendance de la Corse. Il a passé les premières années de la Révolution corse combattant dans une lutte complexe entre trois royalistes, révolutionnaires et nationalistes corses. Napoléon, cependant, en vint à embrasser les idéaux de la Révolution, devenant un partisan des Jacobins et rejoignant les républicains pro-français corses qui s'opposaient à la politique de Paoli et ses aspirations à la sécession. Il reçut le commandement d'un bataillon de volontaires et fut promu capitaine de l'armée régulière en juillet 1792, malgré le dépassement de son congé et la conduite d'une émeute contre les troupes françaises. Bonaparte et sa famille ont été contraints à fuir à Toulon, sur le continent français, en juin 1993, en raison de la scission avec Paoli. Bien qu'il soit né Napoléon di Buonaparte, c'est après cela que Napoléon a commencé à se dénommer Napoléon Bonaparte. Mais sa famille a laissé tomber le nom de Buonaparte qu'en 1796. Le premier apparition de son nom Bonaparte sous sa signature est en 1796, lorsqu'il avait 27 ans. En 1993, Bonaparte publie un pamphlet pro-républicain intitulé Le souper de Beaucaire, qui lui vaut le soutien d'Augustin Robespierre, frère cadet du leader révolutionnaire Maximilien Robespierre. Avec l'aide de son compatriote Antoine-Christophe Salicetti, Bonaparte est nommé canonnier et commandant d'artillerie des forces républicaines arrivé le 8 septembre à Toulon. L'armée française exécuta le plan de Bonaparte lors de la bataille de Saragosse en avril 1794. L'armée française puis s'avança pour s'emparer d'Ormea dans les montagnes. D'Ormea, ils se sont dirigés vers l'ouest pour contrôler les positions auto-sardes autour de Saorge. Après cette campagne, Robespierre envoie Bonaparte en mission en République de Gênes pour déterminer les intentions de ce pays envers la France. 2 jours après le mariage, Bonaparte quitte Paris pour prendre le commandement de l'armée d'Italie. Il passe immédiatement à l'offensive, espérant vaincre les forces du Piémont avant que leurs alliés autrichiens ne puissent intervenir. Dans une série de victoires rapides pendant la campagne de Montenotte, il a sorti le Piémont de la guerre en 2 semaines. Les Français se sont alors concentrés sur les Autrichiens pour le reste de la guerre, dont le point culminant est devenu la lutte prolongée par Mantoue. Les Autrichiens ont lancé une série d'offensives contre les Français pour briser le siège, mais Napoléon a vaincu tous les efforts
de secours, remportant des victoires aux batailles de Castiglione, Bassano, Arcole et Rivoli. Le triomphe français décisif à Rivoli en janvier 97 a conduit à l'effondrement de la position autrichienne en Italie. À Rivoli, les Autrichiens ont perdu jusqu'à 14 000 hommes, tandis que les Français en ont perdu environ 5 000. Arrivé dans la capitale, le général s'entretient avec Talleyrand, l'homme politique d'expérience et fin connaisseur des forces en jeu. Le schéma du coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, prévoit les opérations suivantes. Bonaparte aura le commandement en chef de l'armée pour le maintien de l'ordre dans Paris et dans les assemblées. On envisage de déplacer les assemblées au château de Saint-Cloud sous le prétexte d'un péril jacobin. En effet, depuis 1789, les assemblées se trouvent toujours sous la menace de la population parisienne. L'essentiel des événements se déroule le 19 Brumaire à Saint-Cloud. Les révolutionnistes avaient envisagé une démission collective des 5 directeurs, mais les assemblées ont dû retarder car cette idée ne fait pas l'unanimité. Bonaparte s'impatiente et décide d'intervenir. Il tient un discours maladroit devant le Conseil des 500, discours hué par les députés qui l'accusent de vouloir instaurer la dictature. Il quitte donc l'Assemblée, mais il reprend rapidement la situation en main avec l'aide de son frère Lucien, qui préside les 500. Lucien évite que Napoléon soit mis en cause par les députés qui veulent voter pour mettre hors la loi Bonaparte. Il retarde le vote et va chercher Murat, qui vient avec la troupe et met de l'ordre dans l'Assemblée, disant que certains députés voulaient poignarder Bonaparte pour justifier une intervention de l'armée. Les représentations députés sortant par la fenêtre et voulant poignarder Napoléon sont très répandues. Bonaparte est de fait l'homme fort de la situation qui fait basculer le coup d'état parlementaire en coup d'état militaire. Mais Bonaparte reste attaché aux formes juridiques et dans la soirée du 19 Brumaire, les députés restent à Saint-Cloud pour voter la décision de nommer 2 commissions pour préparer une nouvelle constitution. On constate alors une volonté d'appuyer le régime sur les votes des représentants du peuple. Bonaparte a rétabli l'esclavage dans les colonies françaises avec la loi du 20 mai 1802 et l'esclavage avait été aboli par la Convention le 4 février 1794. Le 18 mai 1804, il devient empereur des Français. Plusieurs batailles ont eu lieu pendant son règne, la campagne d'Allemagne, le 29 août 1805, jusqu'au 4 décembre de la même année, la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, la campagne de Prusse en 1806, celle de Pologne en 1807, la guerre de l'Espagne et du Portugal en 1808, jusqu'à 1814, celle de l'Autriche en 1809, celle de Russie en 1812, celle de Saxe en 1813, et la campagne de France en 1814 et enfin Waterloo. Mais avant de parler de la dernière guerre napoléonienne, retournons à 1814 pour parler de la première défaite majeure de l'Empire. L'Espagne rejette toutes les troupes françaises et les Anglo-espagnols envahissent le sud-ouest de la France. Les Autrichiens et les Allemands envahissent la France de l'Est, et malgré une remarquable série de victoires, Napoléon ne parvient pas à les vaincre définitivement. Abandonné par une partie de ses généraux, le 2 avril 1814, le Sénat français le destitue et il finit par abdiquer le 4 avril 1814. Il est exilé à l'île d'Elbe, la monarchie est rétablie, et Louis XVIII, le frère de Louis XVI, monte sur le trône. Persuadé que les Français rejettent la monarchie des Bourbons le 1er mars 1815, Napoléon s'évade de l'île d'Elbe et revient en France. Soutenu par son mari, il reprend le pouvoir pendant ce qu'on appelle les 100 jours. Durant le congrès de Vienne, où précise les princes européens décident de l'avenir de l'Europe post-napoléonienne, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse décident l'intervention militaire pour montrer les ambitions de Napoléon. Après un début couronné de succès, Bonaparte est vaincu par l'armée alliée pendant la bataille de Waterloo en Belgique le 10 juin 1815. Il abdique donc de nouveau et il finit banni sur l'île britannique de Sainte-Hélène dans le sud de l'océan Atlantique. Il y meurt le 5 mai 1821, sans doute d'un cancer de l'estomac. Certaines personnes parlent d'un empoisonnement à l'arsenic. D'autres pensent qu'il est mort d'une crise cardiaque. Ces 3 explications sont possibles. Et il est donc mort à 51 ans. Et donc c'est terminé pour cette petite analyse de Napoléon Bonaparte. Si vous avez des précisions à ajouter, n'hésitez pas en commentaire.